Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Curiosités historiques et littéraires, par Eugène Muller. Avant-propos. Nous réunissons dans ce volume un grand nombre de faits, d'observations, de souvenirs de tous les temps, de tous les pays, empruntés à toutes les histoires, à toutes les littératures, et se rapportant aux ordres de choses les plus variés. Après avoir butiné en tous sens dans les divers domaines intellectuels, nous avons voulu offrir à chacun la facile assimilation de notre butin. Colligées au hasard de nos lectures, de nos études, les notes se succèdent sur les pages de ce livre sans classement méthodique. Elles devront, nous semble-t-il, au disparate, au contraste même de leur rapprochement, d'éveiller et retenir mieux l'intérêt sur un ensemble qui est empreint d'un caractère instructif bien réel. Les matières groupées ici, une fois connues par la première lecture, seront aisément retrouvables à l'aide de la table par ordre alphabétique de sujets placée à la fin du recueil, qui ainsi se transformera en une sorte d'ample memento historique et littéraire, dont on reconnaîtra, croyons-nous, la très usuelle utilité. M. Curiosité historique et littéraire. 1. Le principe des aérostats est très clairement indiqué dans les œuvres de Leibniz, mort plus d'un demi-siècle avant la découverte de Montgolfier. Si l'industrie humaine, dit le grand savant allemand, pouvait nous procurer des corps plus légers que l'air, on ne serait point sans espérance de trouver un jour le moyen de voler. C'était le sentiment de Lana, physicien de Brescia mort en 1687, auteur très subtil, suivi en ce point par Vossius, et on l'établit de cette manière. Soit un vase sphérique assez grand pour que l'air qu'il renferme soit plus pesant que le vase lui seul. L'air ayant été pompé par la méthode que l'on sait, et le vase étant bouché hermétiquement, ce vase sera alors plus léger qu'un pareil volume d'air. Or un corps plus léger qu'un fluide de même volume monte dans ce fluide, donc le vase dont nous parlons montera dans les airs. Suit un calcul pour démontrer la justesse de cette théorie. Sans doute ce n'est pas pratique, car la seule pression atmosphérique détruirait ce vase idéal où l'on aurait fait le vide. Il faut, en même temps que la légèreté de l'enveloppe, une tension intérieure. Toutefois l'idée mère de l'aérostat est là, et comme on le voit, déjà empruntée à des auteurs antérieurs. 2. Dans le temps où par suite de la révocation de l'édit de Nantes, on poursuivait en France les protestants qui ne voulaient pas d'eux abjurer, un ambassadeur d'Angleterre demanda à Louis XIV la liberté de ceux qui étaient détenus pour cause de religion. Le monarque lui répondit : « Que dirait le roi d'Angleterre si je lui demandais les prisonniers détenus à Newgate, prison de Londres où l'on enferme les malfaiteurs ? » « Sire, répliqua l'ambassadeur, le roi mon maître les accorderait à votre majesté, si elle les réclamait comme étant ses frères. » 3. Quelles œuvres ont été exemptes de critiques ? Quand Perrault publia le recueil de contes de vieilles ou contes de fées qui depuis a charmé tant d'enfance, et que l'on considère aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre de la littérature française, il fut le premier à croire qu'un tel ouvrage était indigne d'un académicien, et il le donna au public, comme écrit par son jeune fils Perrault d'Armancourt. D'autre part, on fit courir à ce propos le quatrain suivant. Perrault nous a donné peau d'âne. Qu'on me loue ou qu'on me condamne, ma foi, je dis comme Boileau. Perrault nous a donné sa peau. Publiez donc des chefs-d'œuvre. 4. Cette personne est pour moi à pendre et à dépendre, dit-on vulgairement de quelqu'un dont on peut disposer sans aucune réserve. Cette façon de parler a été détournée de sa forme primitive, qui était à vendre et à dépendre, ce dernier mot étant synonyme de dépenser, d'où nous est resté le mot dépend. L'avoir, le bien n'est fait que pour dispendre, dit un vieux poète. Sous Louis XV, un ministre en crédit disait encore que depuis son élévation, les plus grands seigneurs étaient devenus ses amis à vendre et à dépendre. 5. Depuis quelques années, les médecins prescrivent assez souvent à leurs malades le régime dit lacté, qui consiste à se nourrir exclusivement de lait pris en assez grande quantité. Ce mode d'alimentation n'est pas, ainsi qu'on pourrait le croire, nouveau dans la diététique. On peut citer comme exemple notable ce passage extrait d'un recueil publié au commencement du XVIIIe siècle. 3. Quoiqu'un tempérament délicat ait obligé Molière à ne vivre que de lait pendant les 10 dernières années de sa vie, il lui arrivait cependant de rester 5 ou 6 heures à table, avec les meilleurs convives et les plus grands buveurs,
qui faisait large chère pendant qu'il n'avait d'autre mets que son lait. 6. Il y avait autrefois en Danemark une loi qui autorisait tout noble à tuer un roturier, sous la seule condition de déposer un écu sur le cadavre. Un des rois du pays, ayant inutilement cherché à déraciner cet abus, n'en put venir à bout qu'en rendant une loi qui autorisait un vilain à tuer un noble, sous la condition de déposer 2 écus sur le cadavre. Dès lors les uns et les autres donnèrent à leurs capitaux une autre destination. 7. Pensez sur la guerre. Une maladie nouvelle s'est répandue en Europe, elle a saisi nos princes et leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a des redoublements et elle devient nécessairement contagieuse, car, sitôt qu'un État augmente ce qu'il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs, de façon qu'on ne gagne rien par là que la ruine commune. Et on nomme paix cet état d'effort de tous contre tous. Aussi l'Europe est-elle si ruinée, que les particuliers qui seraient dans la situation, où sont les 3 puissances les plus opulentes de cette partie du monde, n'auraient pas de quoi vivre. Nous sommes pauvres avec les richesses et le commerce de l'univers, et bientôt, à force d'avoir des soldats, nous n'aurons plus que des soldats, et nous serons comme des Tartares. La suite d'une telle situation est l'augmentation perpétuelle des tribus, impôts. Il n'est plus inouï de voir des États hypothéquer leurs fonds pendant la paix même, et employer pour se ruiner des moyens qu'ils appellent extraordinaires, et qui le sont si forts, que le fils de famille le plus dérangé les imaginerait à peine. Cette page, qu'on croirait écrite d'hier, a pourtant près d'1 siècle et demi de date, car elle est prise dans l'Esprit des lois, publié par Montesquieu en 1748. 8. L'engouement actuel pour la vélocipédie donne de l'à-propos 4 à la vogue, qu'obtinrent au commencement de ce siècle, des appareils de locomotion appelés vélocifères. Les vélocifères, dit un contemporain, sont des voitures d'un nouveau genre destinées à aller comme le vent. Elles sont montées sur des roues très légères, qui ne paraissent pas être des roues de fortune pour les inventeurs. Un célèbre chansonnier de l'époque, Armand Gouffé, fit les couplets suivants sur l'invention, au moment où elle semblait avoir un grand succès. Chez nous, les coches n'allaient pas, la diligence allait au pas, les fiacres n'allaient guère. Secondant notre goût léger, un savant nous fait voyager. Par les vélocifères. Ce siècle est le siècle des arts. Nous lui devons les corbillards, inconnus à nos pères. Il ne manquait plus aux Français, pour courir avant leur décès, que les vélocifères. Cet équipage est leste et beau. Mais le croyez-vous bien nouveau? Messieurs, soyez sincères. Aurait-on vu toujours des gens à s'avancer si diligents, sans les vélocifères? La mode aujourd'hui, parmi nous, vient disposer de tous les goûts, de toutes les affaires. Toujours avec le même bruit, la mode vient, court et s'enfuit. Dans les vélocifères. En tout temps, nos braves soldats ont su franchir dans les combats, les routes ordinaires. Pressés de vaincre ou de mourir, à la gloire on les voit courir. Dans des vélocifères. L'amitié des gens en crédit, l'humilité des gens d'esprit 5. L'honneur des gens d'affaires, les agréments de la beauté, tout hélas, tout semble emporter. Par les vélocifères. Dans le monde, chétif humain, j'entre aujourd'hui, je sors demain comme vous mes confrères. Le sort, précipitant nos pas, nous fait voyager ici-bas. Dans nos vélocifères. 9. La qualification de gothique appliquée à l'écriture manuscrite ou imprimée, vient de ce que Wulfila, évêque d'Ego au 5e siècle, en fut l'inventeur, et s'en servit pour une traduction de la Bible dans la langue des peuples dont il était le pasteur. 10. Le duc de Bedford, lisons-nous dans le Mercure de France de 1787, ayant fait semer le premier du gland dans ses terres, la nation fit frapper une médaille en son honneur avec cette inscription, pour avoir semé du gland. 11. Le pape Sixte Quint disait à ceux qui tenaient le vendredi pour un jour néfaste qu'il estimait personnellement ce jour plus que tous les autres de la semaine. Ce qui, par parenthèse, pouvait paraître une superstition en sens contraire, parce que c'était le jour de sa naissance, le jour de sa promotion au cardinalat, de son élection à la papauté, et de son couronnement. François Ier assurait que tout lui réussissait le vendredi. 12. On ne peut accuser Jules César ni de petitesse d'esprit, ni de manque de courage, et on ne le soupçonnera pas d'avoir été ouvertement superstitieux, comme la plupart des Romains de son temps. Cependant un historien nous apprend que ce héros,
ayant une fois versé son char, n'y monta plus depuis sans réciter 3 fois de suite certaines paroles fatidiques, qui étaient réputées avoir la vertu de prévenir cette espèce d'accident. 13. Un compilateur de la fin du siècle dernier, 1798, qui d'ailleurs ne cite pas l'autorité sur laquelle repose cette assertion, dit ceci. 6. Le nom de Bourbon, qui était le nom de la famille royale en France, venait d'un fief que possédait autrefois cette famille, dont le chef jouissait à peine de 600 livres de rente. Ce fief était une espèce de bourbier ou marais fangeux, et c'est pour cela qu'il s'appelait le fief bourbeux, d'où est venu le nom de Bourbon. Du reste, si nous ouvrons les écrits de l'époque où la famille des Bourbons parvint au trône, nous y voyons maintes fois des allusions faites à cette analogie de nom. En voici 2 exemples pris dans la satire Ménippée. Ce fut le 12 du mois de mai 1593 que s'ouvrirent les États de la Ligue contre Henri IV, par une procession solennelle et un sermon prononcé par Boucher, curé de Saint-Benoît de Paris, qui prit pour texte ce verset du psalmiste « Erip me domine de l'utophésis, délivrez-moi Seigneur de cette lie bourbeuse », établissant le rapprochement entre les mots Bourbe et Bourbon, et donnant à entendre que le roi prophète avait prédit la chute de la maison de Bourbon. D'autre part, la harangue que l'auteur de la satire Ménippée met dans la bouche du sieur d'Aubray, parlant pour le tiers-état, commence ainsi, par Notre-Dame, messieurs, vous nous la baillez belle. Il n'était besoin que nos curés nous prêchassent, qu'il fallait nous débourber et nous débourbonner. À ce que je vois par vos discours, les pauvres Parisiens en ont dans les bottes bien avant, et sera prou bien difficile de les débourber. 14. On explique ainsi la présence d'une harpe dans les armes du royaume d'Irlande. En Irlande et dans le pays de Galles, la harpe du barde a toujours été en honneur. Bien qu'on la trouve dès longtemps parmi les insignes de la puissance royale, ce n'est qu'au XVIe siècle que l'Irlande prit une harpe dans ses armes. La harpe du célèbre O'Brien fut portée à Rome au XIe siècle, et les papes la conservèrent jusqu'au XVIe siècle. Dans l'intervalle, Rome la remit à Henri II, comme un signe de ses droits sur l'Irlande, et les Irlandais ne pouvaient résister à celui qui possédait la harpe et la couronne d'O'Brien. La harpe fut rapportée à Rome, et plus tard envoyée à Henri VIII, comme défenseur de la foi. C'est depuis lors que l'Irlande a une harpe dans ses armes. 15. Un breuvage de luxe chez les anciens Américains. Note 7 extraite du voyage de Guillaume Schouten, qui découvrit le détroit dit de Lemaire. 30 mai 1616. Le roi d'une île nous envoya 2 petits pourceaux. Le même jour, le roi d'une autre île vint nous voir. Il était accompagné d'au moins 300 hommes qui étaient tous ceints par le milieu du corps d'une certaine herbe, dont ils composent leur boisson. Vint ensuite une troupe de villageois, qui apportèrent avec eux une grande quantité de cette même herbe verte, qu'ils appellent cava. Ils commencèrent tous à mâcher cette herbe avec les dents, laquelle étant mâchée bien menue, la prenaient hors de leur bouche et la mettaient tous ensemble dans une grande auge ou plat de bois, et ils jetèrent de l'eau par-dessus, puis remuèrent pour bien faire le mélange, puis de cette liqueur emplirent des moitiés de noix de coco, qu'ils offrirent aux 2 rois, qui, ainsi que les nobles de leur entourage, en firent leur malvoisie. Les villageois firent aussi présent de cette suave boisson à nos marins, comme d'une chose rare et délicate, mais la vue de la brasserie, c'est un buveur de bière qui écrit, avait pleinement étanché la soif de nos hommes. Si singulière que puisse paraître cette préparation, il est de notoriété qu'elle a son analogue à notre époque. En effet, dans plusieurs régions de l'Amérique espagnole ou portugaise, la chicha, boisson nationale, a pour élément des grains de maïs d'abord grillés et écrasés grossièrement, puis réduits en pâte à belles dents par les membres de la famille et par les amis qui veulent bien concourir à ce travail domestique. La pâte insalivée, comme disent les historiens de ce répugnant breuvage, est mélangée à une décoction de feuilles de maïs, dans laquelle on la fait bouillir. On laisse ensuite le mélange en repos. Une fermentation s'établit, et au bout de 3 ou 4 jours, on se trouve en possession d'une liqueur très agréable, ayant toutes les qualités enivrantes du meilleur vin. 16. Les divers peuples de la Grèce, mais plus particulièrement les habitants de Tanagra, aimaient passionnément les combats de coqs. Toutefois, chez les Athéniens, ce genre de divertissement, qui d'ailleurs intéressait beaucoup les citoyens, avait une origine en quelque sorte traditionnellement patriotique, que Buffon rapporte ainsi, d'après un ancien auteur. 8. Thémistocle allait combattre les Perses, et voyant que ses soldats montraient peu d'ardeur,
leur fit remarquer l'acharnement avec lequel des coqs se battaient. « Voyez, leur dit-il, le courage indomptable de ces petits animaux. Cependant ils n'ont que le désir de vaincre, et vous hésiteriez, vous qui combattez pour vos foyers, pour le tombeau de vos pères, pour la liberté. » Ce peu de mots suffit pour ranimer le courage de l'armée, et Thémistocle remporta la victoire. Ce fut en mémoire de cet événement que les Athéniens instituèrent une fête qui se célébrait par des combats de coqs. 17. Tassoni, poète italien, est célèbre comme auteur du poème intitulé La Secchia Rapita, le sceau enlevé, dont le sujet est rigoureusement historique et que voici. En 1005, quelques soldats républicains du Modène enlevèrent un sceau appartenant à un puits public de Bologne. C'était au fond, dit un historien, une affaire d'un petit écu, mais elle dégénéra en une guerre longue et très sanglante. Henri, roi de Sardaigne, vint au secours des habitants de Modène, au nom de l'empereur Henri II, son père. Il les aida à se maintenir dans la possession du fameux sceau, mais il fut fait prisonnier dans une bataille. L'empereur offrit pour sa rançon une chaîne d'or qui ferait le tour de Bologne, quoique cette ville eût 7 milles de circonférence. Les Bolonais refusèrent de le rendre. Enfin, au bout de 22 ans de prison, le malheureux prince mourut de langueur. Son père l'avait devancé. Son tombeau existe encore dans l'église des Dominicains de Bologne. Et l'on montra longtemps dans la cathédrale de Modène, le fatal sceau, enfermé dans une cage de fer. 18. Tycho Brahe, célèbre astronome danois, né en 1546, mort en 1601, qui fut un des savants les plus justement honorés de son temps, allié à une entente profonde des phénomènes célestes, une sorte de naïve confiance dans les données de ce qu'on appelait alors l'astrologie judiciaire et dans l'art des présages, en y ajoutant même certaines faiblesses absolument indignes d'un esprit aussi élevé. Le hasard lui ayant permis d'établir, à ce qu'on assure, sur les conjonctions des astres, quelques horoscopes auxquels l'événement donna raison, il se livrait fréquemment au travail des prédictions. On prétend qu'il avait annoncé à l'amiral Peder Galton qu'il aurait la tête tranchée, ce qui se réalisa à 10 ans de distance. Figure 1. Tycho Brahe, d'après les portraits des hommes illustres de Danemark, 1716. Il avait très sérieusement dressé d'après les mouvements célestes, 10 un tableau annuel de 32 jours, qu'il croyait être néfaste à ceux qui voulaient entreprendre quelque chose, comme se marier, se mettre en voyage, changer de pays ou de maison. Voici ce tableau. Janvier 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20 février, 11, 17, 18 mars, 1, 4, 14, 15 avril, 10, 17, 18 au mai, 7, 18 au juin, 6 juillet, 17, 21 août, 20, 21 septembre, 16, 18 octobre, 6 novembre, 6, 18 décembre, 6, 11, 18. Ajoutons que lorsqu'en sortant de chez lui, la première personne qu'il rencontrait était une vieille femme, il s'en retournait aussitôt, persuadé que cette rencontre était de mauvais augure. Il en usait de même lorsque dans ses voyages, un lièvre venait à traverser la route qu'il suivait, etc. 19. Il y avait à Édimbourg, lisons-nous dans les mémoires de la savante Mary Somerville, un idiot appartenant à une famille respectable et doué d'une mémoire prodigieuse. Il assistait régulièrement au service le dimanche, et de retour chez lui, il pouvait répéter mot pour mot le sermon, en désignant même les endroits où le prédicateur avait toussé, ou s'était arrêté pour se moucher. Pendant une excursion chez les Highlands, ajoute le même auteur, nous rencontrâmes un autre idiot qui savait si bien la Bible par cœur, que si on lui demandait où se trouvait tel verset, il le disait sans hésiter, et répétait aussitôt le chapitre tout entier. Toutefois, ces exemples de mémoire prodigieuse se rencontrent chez des gens très intelligents. Le docteur Grégory d'Édimbourg nous en fournit la preuve. Mon mari, qui était très bon latiniste, ayant rencontré une citation latine dans un livre qu'il lisait, sans savoir d'où elle était tirée, s'adressa au docteur. « Prenez tel auteur, lui dit celui-ci, il y a bien 40 ans que je ne l'ai pas lu, mais je crois que vous trouverez ce passage au milieu de tel chapitre. » Et c'était bien comme le docteur l'avait dit. 20. Monsieur de Chabrol, alors préfet de Montenotte, se présenta à un jour de réception aux Tuileries devant l'empereur. Napoléon l'interpelle avec brusquerie. « Monsieur le préfet, lui dit-il, qu'êtes-vous venu faire ici ?»« Sire, dit monsieur de Chabrol en s'inclinant, je suis venu visiter mon beau-père, le prince Lebrun qui est malade. »« Monsieur 11 répliqua Napoléon. «
si vous n'étiez si jeune, vous sauriez que les devoirs de l'État passent avant les devoirs de famille. Mais on me donne des préfets qui sortent de nourrice. Quel âge avez-vous, sire ? Répondit Monsieur de Chabrol, en parfait courtisan, sans se laisser intimider par le regard que Napoléon braquait sur lui. J'ai tout juste l'âge qu'avait votre majesté quand elle gagna la bataille d'Arcole. L'empereur tourna le dos en pirouettant sur ses talons, mais quelques jours après Monsieur de Chabrol était nommé préfet de la Seine, en remplacement du comte Frochot, compromis par sa faiblesse dans la conspiration du général Mallet. 21. Après la mort de Henri III, son successeur, Henri IV, se trouvant dans la plus grande détresse, ce fut Nicolas de Sancy, son ambassadeur auprès des cantons suisses, qui le secourut le plus efficacement, en mettant en gage, chez des usuriers de Metz, le superbe diamant connu plus tard sous le nom de Sancy. Ce diamant, trouvé sur le champ de bataille de Grandson, où il avait été perdu par le duc de Bourgogne, dans la précipitation de sa fuite, pendant sa défaite en 1476, avait été vendu, par le soldat qui l'avait ramassé, à un curé, qui le lui avait payé un écu. Des mains du duc de Florence, il était passé au malheureux roi de Portugal Dom Antoine, qui, réfugié en France, l'avait livré à Sancy, pour une 60aine de 1000 francs. Sancy, qui voulait emprunter pour le Béarnais sur cette magnifique pierre, envoya son valet de chambre la chercher à Paris, où il l'avait laissée, lui recommandant bien de prendre garde qu'il ne fût volé au retour par quelques-uns des brigands qui infestaient les routes. « Ils m'arracheront plutôt la vie que votre diamant, » répondit le fidèle serviteur, faisant entendre qu'il l'avalerait, quelle qu'en fût la grosseur. Ce que Sancy craignait arriva. Son valet de chambre ne paraissant pas, il s'informa et apprit enfin qu'un homme tel qu'il le désignait avait été trouvé assassiné dans la forêt de Dole, et que des paysans l'avaient enterré. Sancy se transporta sur les lieux, fit exhumer le corps, il reconnut son domestique, le fit ouvrir par un chirurgien, et retrouva le diamant, dont il fit le noble usage qu'il avait projeté. 22. La première école de natation convenablement installée sur 12-la-Seine, à Paris, ne date que de l'été de 1789. Elle fut établie à la pointe de l'île Saint-Louis, par un sieur turquin, autorisé par privilège exclusif du roi. Le journal de Paris du 24 juin 1789 constate que LL. A. RR. Les ducs d'Orléans et de Bourbon, ayant reconnu le mérite de cet établissement, ont souscrit pour les 4 princes de leur auguste famille. En conséquence, et même les ducs de Chartres, plus tard Louis-Philippe, de Montpensier et de Beaujolais ont pris leur première leçon de nage le 14 mai. Le 23, ils ont nagé seuls dans le bassin, et ils seront bientôt en état de nager en pleine rivière. L'abonnement pour apprendre à nager pendant un été était fixé à la somme relativement élevée de 96 livres, plus 12 livres pour le blanchissage du linge, pour ceux qui voulaient avoir un cabinet à eux seuls, et à 48 livres plus 6 livres de blanchissage pour ceux qui se contentaient d'être dans un endroit commun. Une leçon particulière coûtait 3 livres. 23. Le poids d'un morceau de piano. Un compositeur allemand a voulu estimer en poids l'effort fait par un pianiste. Il a estimé à 110 grammes le minimum de la pression du doigt, pour enfoncer complètement une touche pianissimo. La dernière étude de Chopin en ut mineur renferme un passage qui dure 2 minutes 5 secondes et ne pèse pas moins de 3,130 kg. Dans la marche funèbre du même compositeur, il y a un passage où se rencontre toute l'échelle des nuances, depuis le pianissimo jusqu'au fortissimo. Ce passage demande un effort de 384 kg dans l'espace d'1 minute et demie, et c'est la nuance pianissimo qui domine. 24. François Borgia, qui fut le 3e général de l'ordre des Jésuites, depuis canonisé, s'était accoutumé à boire copieusement lorsqu'il était homme du monde. Entré dans les ordres, il ne pouvait, malgré tous ses efforts, se restreindre à la portion congrue. Les souffrances qu'il éprouvait lorsqu'à son repas il n'avait vidé que le quart ou le tiers de l'immense coupe, dans laquelle il avait pris l'habitude de boire, l'emportaient toujours sur son énergique volonté. 13 frères, lui dit un certain moine, j'ai une idée. Chaque jour, avant de remplir votre coupe pour le repas, inclinez au-dessus un cierge allumé, laissez tomber au fond une goutte de cire. Goutte à goutte la cire prendra la place du vin, et goutte à goutte l'habitude se perdra. L'idée parut bonne à Borgia. Quelques mois plus tard, le temps de remplir goutte à goutte la coupe de cire, il ne buvait plus que de l'eau,
et ne s'en trouvait pas plus mal. 25. Ragoter, faire des ragots. Cette expression triviale signifie se plaindre, murmurer contre les autres, et joindre à ses propos un caractère de médisance. Selon un étymologiste du siècle dernier, ragot était un bélître fameux du temps de Louis XII. De ce nom serait venu ragoter, parce que les gueux ne parlent guère aux gens pour les apitoyer, que sur le ton primitif. Ragot peut aussi venir d'argot, le nom qu'on donne à leur jargon, par une légère transposition de lettres. Ragot signifie aussi un petit homme court, rabougri. On le fait venir alors du nom d'une grosse rave noire et épaisse, en latin rapum, qui croît en maint pays. Sans doute, c'est par allusion à cette acception que Scarron a donné le nom de Ragotin à l'un des personnages ridicules de son roman comique. 26. Chanter pouille à quelqu'un, c'est, dit l'auteur des Matinées sénonaises, lui adresser de grossières injures, telles que s'en disent les gens du bas peuple, et en réalité l'accuser d'avoir de ces insectes qui sont fils et compagnons de la malpropreté. Car je crois que c'est d'eux que vient le mot pouille, à moins qu'on ne le tire du vieux verbe pouiller, qui signifiait vêtir un habit, et dont il nous est resté le composé dépouiller. Chez le vulgaire, se pouiller signifie s'injurier, ce qui revient à l'expression habiller quelqu'un de la belle façon. Un poète du XVIIe siècle, traduisant les œuvres de Perse, a rendu cantare ossima par chanter pouille, ce qui n'est pas exact. Ossimum en latin signifiait le basilic, plante, et les anciens croyaient que si lorsqu'on semait cette plante on lui disait des injures, elle levait mieux et poussait plus abondamment. Chaque peuple d'ailleurs a ses locutions particulières. Ainsi, tandis que nous disons s'injurier comme des harengères, les Grecs disaient comme des boulangères. Dans les grenouilles d'Aristophane, Bacchus disait à Échille, convient-il à des poètes de mérite de s'injurier comme des femmes de boulanger ? 14. 27. Le rabat, qui était autrefois de grand usage dans le costume masculin et que ne portent plus que les ecclésiastiques, fut ainsi nommé parce que, à l'origine, il n'était autre que le col de la chemise rabattue. 28. Après la panse, la danse, disait-on fréquemment autrefois en France. En Espagne, au contraire, on dit à panse pleine, pied endormi. Ces deux proverbes contradictoires caractérisent bien d'une part la gaieté française, et d'autre part l'indolente gravité castillane, autre pays, autre tempérament. En effet, tandis que l'espagnol, quand il a mangé, ne désire que le repos, chez nous la bonne chère semble appeler un divertissement immédiat. Au moins en était-il ainsi chez nos pères. Dans les réunions bourgeoises, après que chacun avait chanté bien ou mal, au dessert, on dansait au son d'un instrument quelconque. Il y avait maint endroit où les airs de danse étaient chantés. On trouvait même dans le milieu de la France cette tradition établie, que pour la danse des rigodons ou des bourrées, un défi existait entre les danseurs et le chanteur, c'était à celui qui fatiguerait l'autre. L'usage de chanter à table date de loin. Il était notamment pratiqué chez les Grecs. On raconte que lorsqu'Anacharsis, le philosophe scythe, vint en Grèce, où la coutume était de chanter en musique après avoir festiné, on lui demanda s'il y avait des flûtes dans son pays. Non, répondit-il, car il n'y a pas même de vigne. Ce qui revenait à dire ingénieusement que le vin engendre la joie, et qu'elle ne se trouve guère là où le vin fait défaut. Chez les Grecs donc, la coutume étant consacrée, si quelqu'un ignorant la musique refusait de faire entendre sa voix ou de jouer d'un instrument, on lui mettait dans la main une branche de laurier et de myrte, et bon gré mal gré, il fallait qu'il chantât au moins une phrase devant ces rameaux. C'était ce qu'on appelait chanter aux myrtes. Dans la suite, cette expression devint proverbiale, et l'on envoyait chanter aux myrtes tout ignorant qui ne pouvait se mêler convenablement à la conversation des gens instruits. 29. Lettre de Louis XX Beethoven à son ami Brandwood. Cette épître en français du grand musicien est datée de Vienne, le 3e du mois de février 1818. 15. Mon cher ami, jamais je n'éprouvai un plus grand plaisir de ce que me causa votre annonce de l'arrivée de cette piano, avec qui vous m'honorez de m'en faire présent. Je la regarderai comme un autel, où je déposerai les plus belles offrandes de mon esprit au divin Apollon. Aussitôt comme je recevrai votre excellent instrument, je vous enverrai d'abord les fruits de l'inspiration des premiers moments que j'y passerai, pour vous servir d'un souvenir de moi à vous, mon très cher, et je souhaite à ce qu'il soit digne de votre instrument. Mon très cher monsieur et ami, recevez ma plus grande considération de votre ami et très humble serviteur.
30. C'est seulement depuis la Révolution que s'est généralisé, à Paris, l'usage du corbillard pour le transport des morts à leur dernier asile. Un lexicologue du milieu... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.